On a 40 secondes pour faire l'intro. Go! Jean, t'as comme avec quoi? L'être humain est, dans toute sa complexité, une race extraordinaire. Depuis la nuit des temps, les théories du complot sont présentes dans l'humanité. Je pense qu'on doit retravailler l'intro. 25% des Québécois croient dans la théorie de QAnon, selon un sondage réalisé par le CREU. Autrement dit, statistiquement, 5 personnes dans cette classe croient qu'un cabale de pédophiles sataniques contrôle le Deep State américain. Si vous parlez à ces 5 personnes, comment faire pour réfuter leurs théories absurdes? Comment on debunk une théorie du complot? Avant de répondre à cette question, il faut comprendre qu'une théorie du complot explique des événements importants par des actions secrètes menées par des groupes puissants et malveillants. Pour comprendre comment réfuter nos 5 nonos, on doit comprendre pourquoi ils croient dans cette théorie. Des centaines d'études ont été publiées présentant des corrélations entre certains comportements humains et la croyance dans les théories du complot. Bien sûr, selon les gestalistes, le tout est plus que la somme de ses parties. Mais on peut faire une simplification généralisée de toutes ces études et séparer les causes de la croyance dans les théories du complot en 3 catégories. Il y aurait 3 quêtes psychologiques à blâmer. La quête de vérité, la quête de statut et la quête de contrôle. Dans la nuit du 19 juillet 64, un incendie sans précédent prend feu au cœur de Rome. Après 3 jours de carnage, les flammes sont finalement contrôlées. Mais les Romains vont trouver les 2 tiers de leur capitale complètement rasée. Dans les semaines qui suivent l'incendie, on assiste à la naissance d'une des premières théories du complot mises à l'écrit. L'idée selon laquelle l'empereur Néron aurait été le responsable. Cette théorie va nous aider à expliquer la première raison qui pousse les gens à croire dans l'incroyable. La première quête qui explique la croyance dans les théories du complot est notre quête de vérité. Pour l'humain, l'inconnu, c'est angoissant. Alors quand on fait face à une question sans réponse catégorique, on veut à tout prix y répondre. Quand on trouve cette réponse, on obtient ce que le psychologue américain Jerome Kagan nomme le cognitive closure. Dans ces mots, le cognitive closure, c'est le désir d'obtenir une réponse ferme à une question, sans ambiguïté. C'est le sentiment positif qu'on ressent quand on obtient une réponse. En d'autres mots, on a du closure. On peut finalement mettre la question qui nous angoissait de côté. Le besoin de cognitive closure varie de personne en personne. Certains sont plus confortables que d'autres avec l'incertitude, mais il varie aussi avec les circonstances. Les études montrent que des temps incertains ont tendance à augmenter le désir d'obtenir des réponses. C'est par exemple ce qu'on voit après une attaque terroriste. Les niveaux de besoin en cognitive closure vont augmenter chez la population. Tout le monde commence à chercher de la certitude. Mais que ce soit une attaque terroriste, une pandémie mondiale ou une situation sociale stressante, l'incertitude mène à une quête de vérité, à un désir d'obtenir des réponses. Pour obtenir ces réponses, pour obtenir le cognitive closure convoité, pour se protéger de la détresse psychologique causée par l'incertitude, le cerveau a 2 stratégies. Capturer l'information et la geler. En premier, il cherche frénétiquement des réponses pour soulager la détresse psychologique causée par l'inconnu. Pour les obtenir plus facilement, ces réponses, le cerveau baisse ses gardes et laisse entrer l'information moins fiable. Ensuite, il va geler l'information, s'accrocher très fort aux réponses trouvées, vraies ou non, pour préserver le soulagement qu'elle procure. On accepte l'information sans la remettre en question, et c'est ensuite très difficile de s'en détacher. C'est cette tendance psychologique de l'humain qui explique en partie la croyance dans les théories du complot. L'incertitude mène à une quête frénétique de vérité. Malheureusement, on est imparfait. Alors les réponses qu'on découvre, la vérité soulageante qu'on pense avoir trouvée, sont parfois fausses. C'est une erreur que plusieurs Romains ont réalisée au tournant du premier millénaire. Après l'incendie, aucune réponse satisfaisante et concrète expliquait la cause des feux. Pour combler ce vide, ils se sont tournés vers un homme détesté de tous, Néron. Fin de la Révolution française. Une nouvelle théorie du complot fait fureur. Louis XVII, jeune fils du roi guillotiné, ne serait pas mort. Des cours se forment autour de nombreux imposteurs formés de gens autrefois proches de Louis XVI. Comment se fait-il que toutes ces personnes croient que le fils du roi ne serait pas mort? On a déjà parlé de la quête de vérité, c'est-à-dire de la compréhension totale de son environnement. Parlons maintenant de la quête de statut, les motivations sociales qui expliquent la croyance en des théories du complot. Les chercheurs suggèrent que les théories du complot ont pour fonction de se valoriser. Comment? En blâmant sur les autres nos malheurs, nos faiblesses, nos échecs.
En propageant des théories du complot, les gens peuvent garder une image de soi moralement acceptable. Les croyances au complot est enracinées dans ce qu'on appelle le narcissisme collectif. La conviction que son groupe social est meilleur, mais moins apprécié par les autres. On aime avoir une image positive de soi. Donc, quand cette image est ternie, on essaye de la laver en blâmant les autres pour nos malheurs. On peut donc s'attendre à ce que les théories du complot soient particulièrement attrayantes pour les personnes dont l'image est menacée ou qui estiment que leur groupe social a été victimisé. Un livre publié par le chercheur Joseph Parent a analysé 100 000 lettres annonçant des théories du complot envoyées au New York Times. Ils ont découvert que plus souvent qu'autrement, les théories du complot étaient écrites par des groupes vulnérables, que ce soit par leur statut ou par leur idéologie politique. Leur conclusion, les théories du complot permettent aux groupes vulnérables de justifier leur vulnérabilité en blâmant le groupe au pouvoir. On peut mettre dans cette catégorie les gens stratisés, les victimes de discrimination ethnique ou les gens vivant dans la pauvreté. Tous ces facteurs ayant une corrélation positive avec la croyance en des théories du complot. C'est aussi le cas pour les gens du côté perdant de la politique. Un exemple criant dans les nouvelles actuelles est la croyance par les supporters de Trump que les élections ont été fraudées. En prenant ce point de vue, les supporters de Trump gardent la légitimité du pouvoir de leur leader tout en gardant leur moralité. Dans leur tête, c'est eux qui ont gagné. Et la perte de Trump est le fruit d'un complot antidémocratique. On a dit que les gens utilisaient les théories du complot pour garder leur moralité tout en blâmant les autres. Un autre élément social qui explique la croyance dans les théories du complot est le sentiment d'avoir une information que les autres n'ont pas, donnant un sentiment de supériorité ou bien d'être privilégié. C'est ce qui explique des croyances en des théories du complot plus inusitées, comme la croyance de la Terre plate. Revenons à notre question. Pourquoi des cours se sont formés autour d'imposteurs prétendant être Louis XVII sans preuve? Parce que l'humain veut garder une image adéquate, paraître moral, puissant et supérieur à la masse. Sans la théorie selon laquelle Louis XVII était encore vivant, les gens qui y adhéraient auraient perdu leur statut social. En croyant qu'un imposteur était en réalité l'héritier de la couronne de France, ils se donnent ainsi subconsciemment l'illusion d'un monde où ils ont été victimes d'un complot. Ce qui donne plus de légitimité à leur malheur, leur permettant de rester élevés socialement et de conserver la puissance qu'ils avaient. Nous sommes en 2018. Donald Trump clame haut et fort qu'il ne croit pas en les changements climatiques. Il refuse de rencontrer Greta Thunberg, une activiste qui a su donner un nouvel élan au mouvement. Il sort les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump est convaincu qu'il a raison, et plusieurs sont d'accord avec lui. Mais pourquoi toutes ces personnes, pourquoi le président du pays le plus riche du monde ne croit pas en un fait pourtant prouvé par la science et dont nous voyons les conséquences quotidiennement? L'humain n'aime pas être impuissant. L'idée que nous soyons même menacés par une extinction de masse signifie que nous perdons le contrôle sur notre futur. Donald Trump ainsi que plusieurs autres personnes à travers le monde ont peur de perdre cette impression de contrôle sur la nature. Et c'est pourquoi l'invalidation des changements climatiques, elle leur semble être mieux que l'acceptation de la vérité. Dans une étude publiée par l'International Society of Political Psychology, des étudiants universitaires se sont vus présenter un questionnaire qui inclut en fait 2 métriques, la croyance en une théorie du complot spécifique et l'attitude face à l'existence des théories du complot en général. Ils devaient évaluer où ils se situaient dans des échelles étudiant 11 variables. Les résultats ont permis de confirmer l'idée que la croyance en les théories du complot est reliée au sentiment d'aliénation, de ne pas avoir de pouvoir. En d'autres mots, moins une personne a de pouvoir sur son quotidien, sur sa situation économique, sur son contexte social et politique, plus elle aura tendance à adhérer aux théories du complot. Les théories du complot apportent un sentiment de sécurité, en invalidant et en décrédibilisant les menaces posées au sentiment de contrôle de la personne. Ces théories lui permettent ainsi de sortir, de créer un univers dans lequel elle est en contrôle et où elle comprend tout ce qui se passe. Une personne ne croyant donc pas en les conséquences des changements climatiques infirme ce fait, l'invalide, et par cette action même, elle se crée un univers dans lequel les changements climatiques sont faux. Un univers dans lequel l'humain contrôle la nature. Un univers où la personne en question ne voit plus de menace à son sentiment de contrôle sur ce qui l'entoure. Un univers où elle répond à sa quête de pouvoir. Si on a cru à un point dans l'histoire qu'une élection intègre était frauduleuse, qu'un roi prononcé mort était toujours vivant et qu'un feu probablement fortuit était en fait prémédité, c'est parce qu'on a un fort besoin en réponse catégorique, un indéniable désir de préserver notre image du soi
et une soif inassouvissable de contrôle. Et ces motivations psychologiques, la quête de vérité, la quête de statut et de contrôle, sont extrêmement fortes. Convaincre quelqu'un que sa croyance en la Terre plate est mal fondée, qu'on a réellement mis pied sur la Lune et que Maxime Rouillon n'est pas un homme lézard est souvent peine perdue. Alors, comment on débunk une théorie du complot? On le fait pas. Si vous êtes familier avec le fonctionnement des vaccins et des campagnes d'inoculation, comme on voit en ce moment avec la COVID-19, vous saurez que quand on administre un vaccin, on soumet notre système immunitaire à une version inoffensive du pathogène. On l'avertit d'avance du danger pour qu'il soit prêt lorsqu'il entre en contact avec le vrai danger. La théorie de l'inoculation en psychologie propose l'idée similaire, selon laquelle, pour les théories du complot, il vaut mieux prévenir que guérir. Le simple fait de savoir d'avance qu'on pourrait rencontrer de la fausse information par rapport à un sujet diminue l'adhérence à cette fausse information. Entendre des versions allégées des arguments soumis permet de bâtir une immunité. Alors, la meilleure défense contre de la fausse information, ce serait de la fausse information. Quand on faisait la recherche pour cette oral, on est tombé sur Bad News, un jeu en ligne développé par des psychologues de l'université de Cambridge qui a pour but d'immuniser les gens. On joue en tant que promoteur de fausses informations, découvrant ainsi les tactiques employées pour nous convaincre et les types d'informations auxquelles on pourrait faire face. C'est vraiment cool, on va vous donner le lien, allez l'essayer. C'est la bonne? Ouais. Good job, guys. Moi j'ai un peu chié, mais je pense que c'était correct. Là.